Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Le présent projet de loi se donne pour objectif, je cite, « de refonder le contrat social qui lie nos agents publics au service de leur pays et de mettre en œuvre pour ce faire une transformation ambitieuse de notre fonction publique ». Ce ne sera jamais que la 225e et quelques modifications législatives de ce type en 30 ans. Comme quoi, pour une institution souvent présentée comme rigide ou conservatrice, la dite fonction publique a en réalité toujours fait preuve de beaucoup d'adaptabilité. Un certain nombre de permanences demeurent pourtant et pour cause. La fonction publique est un des socles du contrat social et du pacte républicain. Elle est un instrument de l'intérêt général au travers des services publics dont elle est la cheville ouvrière. Je souhaite d'abord revenir sur les principes justement qui fondent cette fonction publique et sur leur forme la plus présente sur le territoire à travers les services publics. Ces services publics sont notre bien commun, le patrimoine collectif de tous les citoyens et de toutes les citoyennes. Non seulement ils satisfont des besoins sociaux vitaux, produisent des services utiles au grand nombre, les rendent accessibles à tous et à toutes, mais ils sont un ciment de la société en étant le vecteur de l'intérêt général. Parmi les fondamentaux de cette institution, la continuité du service et l'égalité de tous et de toutes. C'est précisément ce qui explique la nécessité d'un corps de fonctionnaires régi par un statut, dont la mise en œuvre a été le fruit d'une longue lutte et a constitué une grande conquête, non seulement pour les agents et agents publics, mais aussi pour les usagers et usagères. Les devoirs des fonctionnaires correspondent en creux aux droits des usagers et usagères. L'idée qu'un ou une fonctionnaire est investi d'une mission qui ne saurait être comparée avec l'activité d'un ou une salariée du privé et que cela lui donnerait des droits et des devoirs spécifiques est une idée fort ancienne qui remonte aux prémices de l'État moderne. Sans être aussi précoce, l'exigence d'un statut destiné à protéger ses fonctionnaires des pressions du pouvoir est quant à elle aussi présente très tôt dans les réflexions plus contemporaines sur le sujet. Dans un débat à la Chambre, le 11 juillet 1907, Jules Jeanneney, député et membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi à l'époque sur les associations de fonctionnaires, l'exprimait très clairement. Il disait « La situation des fonctionnaires n'a de valeur que si elle n'est point précaire, que si elle est à l'abri des fantaisies, des injustices, de l'arbitraire, toujours possible du pouvoir, que si elle est gouvernée par des règles fixes dont le respect est assuré, que si, pour tout dire en un mot, le fonctionnaire peut opposer au pouvoir son droit et si la fonction publique est, suivant le mot de Gering, juridiquement protégée. Le statut actuel a ainsi été forgé pour soustraire les fonctionnaires et à travers eux l'administration aux pressions du politique, dans le but d'assurer la permanence de l'État et des services par-delà les clivages. C'est ce qui explique en premier lieu que ce statut est soumis à la loi et ne répond pas à la logique du contrat de droit privé de gré à gré. La permanence du service, la stabilité du personnel permet la continuité des services de l'État. La compétence, c'est l'idée de l'adéquation entre les compétences requises et le personnel. La subordination, oui, la loyauté des agents et des agents de l'État à l'État et à l'ordre institutionnel, mais pas aux forces politiques. Les droits et les devoirs des fonctionnaires traduisent de la même manière une dévotion générale à l'intérêt commun de tous les citoyens et citoyennes. Le devoir d'impartialité et de neutralité existe pour assurer à tous et à toutes le même traitement. Le devoir d'obéissance à l'ordre hiérarchique est contrebalancé par le devoir de refuser d'obéir à des ordres illégaux. Ce sont ces fondements et ce socle que votre projet de loi entend remettre en cause. Ce texte s'inscrit, Monsieur le Ministre, dans une logique aux antipodes de celle que je viens d'évoquer à grands traits, et celle qui a justement construit ce socle républicain. Depuis les années 2000, les différents gouvernements, dans la lignée de laquelle vous vous inscrivez, ont procédé au démantèlement systématique de l'État social, avec objectif plus ou moins avoué de le réduire à sa portion la plus congrue. Dans la fonction publique, cela s'est traduit par une remise en cause du statut, l'élargissement continu des motifs de recours au contrat, la précarisation des conditions d'emploi des catégories les plus vulnérables, en particulier les catégories C, la généralisation du droit commun du travail en matière d'embauche contractuelle sans la mise en place des outils de gestion du personnel. Tout cela participe d'une remise en cause de la permanence et de la compétence au profit d'une hypertrophie de la subordination aux supérieurs hiérarchiques, ce qui est loin, bien loin de la loyauté à l'État. La génération de l'emploi contractuel s'est ainsi effectuée au détriment du statut de fonctionnaire. Aujourd'hui, on compte 5,7 millions de personnes travaillant dans la fonction publique.
pour une part de 67,8% de fonctionnaires et 17,9% de contractuels, ce qui fait l'équivalent d'un agent public sur 4 au statut de contractuel. Quelques exemples. Dans l'AP-HP, Assistance publique hôpitaux de Paris, on comptait 16 000 personnels administratifs, techniques et ouvriers en 2015 contre 14 000 en 2017. Près des 57 000 personnels paramédicaux et socio-éducatifs en 2015 ont été réduits à 52 000 en 2017. Et en conséquence, il n'est ainsi pas rare que les infirmiers et infirmières, déjà en sous-nombre, se chargent de l'administratif des patients en plus de leur mission. Ces diminutions ont, comme je l'ai expliqué, eu pour corollaire l'augmentation des contractuels. Cela est particulièrement évident dans la fonction publique territoriale, seul versant avec une majorité de catégorie C, où l'emploi est en baisse continue en 2016 et diminue au même rythme en 2017. On a assisté à une augmentation de 19 300 postes en contractuel. Rappelons que c'est dans cette fonction publique, de cette fonction publique territoriale, que les femmes sont les plus nombreuses. Avec l'exemple sur lequel je voulais revenir, des agentes territoriales spécialisées des écoles maternelles, les ATSEM, qui ont été les premières victimes justement de ces réformes austéritaires, avec une augmentation de l'insécurité face au renouvellement de leur contrat de travail en durée déterminée, des horaires de travail toujours plus saccadés, des salaires toujours plus bas. Et plus généralement, ce sont les femmes qui sont les premières victimes de cette précarisation de la fonction publique. Elles représentent 67% des contractuels, tous versants et toutes catégories confondues, et elles composent, dans la catégorie C, 73% des contractuels, les catégories les moins rémunérées, les plus exposées aux travaux physiques et pénibles. En tant qu'usagers et usagères, ce sont aussi elles qui ont le plus besoin et qui font le plus appel aux services publics et qui sont donc le plus impactées par leur fermeture. La politique de sous-effectifs et la redéfinition du service public uniquement sous l'angle budgétaire ont eu des effets directs sur les personnels, le service et les usagers. Chez les personnels, il y a un accroissement des risques psychosociaux. Ainsi, 37% des agents de la fonction publique hospitalière sont dans une situation de surexposition aux risques psychosociaux contre 23% dans les autres secteurs. Chez les professeurs, on compte 91% des enseignants du premier degré et 86% de ceux du second qui continuent à penser à leur travail quand ils n'y sont pas, et 56% d'entre elles considèrent ne pas recevoir le respect et l'estime que mérite leur travail. Le service aux usagers se ressent de ces politiques austéritaires. Le ratio agents-habitants diminue chaque année, car le nombre de fonctionnaires augmente bien moins vite que celui de la population, et les moyens financiers et humains sont donc en baisse, alors que l'activité de ce service fait face à des demandes toujours plus pressantes. L'hôpital public en est un exemple criant. La psychiatrie était en grève en janvier. Plusieurs secteurs sont encore mobilisés. Je parlais de l'AP-HP tout à l'heure. Elle est en grève depuis le 15 avril. Ce qui est en jeu, c'est le manque de personnel, les conditions de travail déplorables, et ce qui est dénoncé, c'est l'abandon justement des populations les plus précaires. Votre projet de loi et les mesures qui le constituent vont empirer cette situation. Quelques exemples. La fusion des comités d'hygiène et de sécurité et des comités techniques que vous prévoyez à l'article 3 s'oppose au principe de permanence. C'est un retour en arrière sur le statut de fonctionnaire citoyen, puisque la possibilité d'implication dans l'organisation des services publics et la gestion de leurs conditions de travail via des instances de concertation est un élément central, qui ne sont déjà que consultatifs, mais qui sont surtout réduits à peau de chagrin. Par ailleurs, le relèvement du seuil de création d'un comité social de 50 agents à 300 dans la fonction publique territoriale exclut de fait plus de 770 000 agents de l'accès à ces instances, soit près de la moitié. L'élargissement du CDD s'oppose également au principe de permanence. Ces recours au CDD induisent une charge de travail supplémentaire et coûteuse pour les ressources humaines, une complexité d'organisation dont on pourrait se dispenser. De plus, le turnover continu va à l'encontre du principe de mutabilité des fonctionnaires. Il y a, je le disais, 5,6 millions d'agents et agentes dans la fonction publique. Toutes les compétences nécessaires sont déjà sur place. La fonction publique n'a pas besoin de plus de contractuels, mais de fonctionnaires continuellement formés. Votre projet de loi va donc fracturer toujours plus cette fonction publique pourtant essentielle dans une période où vos choix d'austérité rendent encore plus important la solidarité.
Les quelques mesures qu'on pourrait juger positives, notamment en matière d'égalité femmes-hommes, sont bien maigres au regard de la précarisation que vous allez accentuer, notamment chez les femmes. Vous ignorez l'opposition et les critiques des syndicats, votre seule obsession semblant être de vouloir à tout prix créer des agents publics corvéables et licenciables à merci pour flexibiliser et diminuer les coûts. Vous voulez faire des emplois publics des variables d'ajustement budgétaire. Mais quel est le sens de l'État sans une fonction publique permanente, dédiée et compétente? Pourquoi vouloir faire de l'État un employeur comme les autres et surtout l'aligner sur les critères du privé? Le cas de France Télécom, dont il est question depuis quelques jours avec le procès suite aux nombreux suicides, avec la mise en place des techniques du privé, devrait pourtant vous faire réfléchir. Le but de la fonction publique, ce n'est pas de renforcer le principe de subordination, ce n'est pas de flexibiliser toujours plus, c'est d'assurer la permanence. Et d'ailleurs, cette permanence, comme je l'ai dit, n'empêche pas la transformation. Et bien sûr, une transformation du service public est nécessaire, elle est possible. Elle est possible en renforçant le statut, comme nous le proposons dans un certain nombre d'amendements, en mettant fin à la casse sociale et à l'austérité, qui ont dégradé les conditions de travail et les services rendus, en revalorisant les rémunérations des fonctionnaires, en garantissant l'égalité et en garantissant l'égal accès à la fonction publique, et puis surtout en donnant une vision nouvelle à la fonction publique dont on a encore plus besoin aujourd'hui que par le passé pour répondre aux nouveaux besoins, que ce soit en matière de petite enfance ou de soins à la dépendance, mais surtout pour mettre la fonction publique au service de la transition écologique. C'est la mission d'intérêt général de notre temps. Ce n'est pas le statut d'emploi qu'il faut modifier, alors même que les défis en matière de justice sont immenses, de justice sociale et de justice climatique. Nous avons besoin de mettre l'ensemble de nos moyens de production, de consommation, d'échange au service de cette transition. Et le service public peut et doit jouer un rôle moteur dans cette transformation et cette modernisation. Vous faites tout le contraire de la stratégie qu'il faudrait mettre en œuvre. Nous nous y opposerons résolument en proposant l'alternative qu'il faudrait mettre en place, en renforçant le service public, en défendant le statut et en ouvrant les voies de l'avenir qu'il y a besoin de construire.